Le terme même d'effet de serre vient du fait que l'atmosphère se comporte un peu comme une serre de jardin. L'une et l'autre laissent passer la lumière du soleil qui vient chauffer le sol. Le sol, ainsi réchauffé, dégage de la chaleur sous forme de ce que l'on appelle le rayonnement thermique, le même que celui que vous ressentez en approchant votre main d'un radiateur. L'atmosphère, comme une serre, retient une grande partie de ce rayonnement thermique. La chaleur est donc emprisonnée et la température monte. En fait, l'atmosphère est une sorte de vaste couverture transparente. Elle laisse passer la lumière du soleil et garde la chaleur émise par le sol. Sans cet effet de serre, la précieuse énergie du soleil qui arrive sur la Terre ne ferait que repartir vers les étoiles. Grâce à l'effet de serre, phénomène parfaitement naturel qui existe depuis toujours, la température moyenne sur Terre est de plus 15 degrés. Si l'effet de serre n'existait pas, cette température moyenne chuterait à moins 18 degrés et la Terre entière serait recouverte de glace. Conséquence, la vie n'aurait sûrement pas pu s'y développer, tout au moins sous la forme que nous lui connaissons. Dans l'atmosphère, les deux principaux gaz responsables de l'effet de serre sont la vapeur d'eau et le gaz carbonique. Ce sont eux qui retiennent la majorité du rayonnement thermique. Voici comment cela fonctionne. Ces molécules de gaz carbonique et de vapeur d'eau absorbent les rayonnements et se réchauffent. Si sur Terre, l'effet de serre est responsable de notre température actuelle, favorable à la vie, par contre, un effet de serre trop fort peut conduire à des températures extrêmes, invivables. Par exemple, sur Vénus, où l'effet de serre est beaucoup plus important que sur Terre, les rayons du Soleil sont emprisonnés par une atmosphère très dense, à base de gaz carbonique, d'acide chlorhydrique et de terribles nuages d'acide sulfurique. Le tout avec une pression atmosphérique 100 fois plus forte que sur Terre, c'est-à-dire équivalente à la pression qu'exercerait 1000 mètres d'eau. Résultat, la température moyenne à la surface est de plus 460 degrés. Inutile de dire qu'il y a peu de chances d'y trouver de la vie. Sur Mars, c'est l'inverse. L'atmosphère est 100 fois moins dense que sur Terre et l'effet de serre est très faible. Du coup, la température moyenne est de moins 55 degrés. Mars et Vénus sont aujourd'hui des planètes très hostiles. Pourtant, des traces d'érosion observées par les sondes spatiales montrent qu'il y a très longtemps, des fleuves ont coulé à leur surface. Ces images montrent bien l'existence de canyons et d'anciennes vallées fluviales. L'eau y existait donc en abondance et la température y était beaucoup plus douce. Les exemples de Mars et Vénus prouvent que l'atmosphère d'une planète peut évoluer dans le temps et quand cette évolution s'accélère, la planète peut perdre toute l'eau qu'elle contient. Sa température peut alors basculer dans l'extrême et toute forme de vie y devient impossible. Sur Terre, l'état d'équilibre de l'effet de serre dont nous profitons résulte non seulement de la nature, mais aussi du dosage des gaz composant notre atmosphère. Tous ces gaz retiennent, un peu, mais pas trop, les rayons du Soleil depuis des millions d'années. Mais aujourd'hui, cet équilibre est menacé par la pollution des hommes qui envoient dans l'atmosphère des milliards de tonnes de polluants. Espérons que la Terre ne ressemblera pas un jour à l'enfer de Vénus.
Tous les indicateurs sont au rouge. Le fragile équilibre de notre atmosphère a volé en éclats. Qui sont les coupables? Au banc des accusés figure d'abord le gaz carbonique. Il est devenu en quelques années la star des gaz à effet de serre. L'affaire démarre à Hawaï, à 4000 mètres d'altitude, au sommet du volcan Mauna Loa. C'est là que se trouve le laboratoire américain de l'Institut d'océanographie. Depuis 1958, loin de toute source de pollution, les chercheurs y mesurent dans un air particulièrement pur la concentration de l'atmosphère en gaz carbonique. Une concentration qu'ils ont vu grimper dangereusement. En effet, elle a augmenté de 13% en l'espace de 30 ans. Ces chiffres sont d'ailleurs confirmés par les mesures effectuées depuis 10 ans par les Français installés sur l'île d'Amsterdam, un îlot perdu au cœur de l'océan Indien. Cette croissance du gaz carbonique n'est pas naturelle. Les mesures des carottes de glace polaire ont bien montré que depuis 150 000 ans, jamais le taux de gaz carbonique n'a été aussi élevé et jamais son augmentation n'a été aussi soudaine. Et pour cause, car tout ce gaz carbonique supplémentaire provient de l'activité des hommes. C'est simple, dès que vous faites un trajet en voiture, que vous allumez votre chauffage au fioul ou que vous faites cuire des crêpes sur une cuisinière à gaz, vous envoyez du gaz carbonique dans l'atmosphère. Si on ajoute à cela les activités industrielles, chaque Français rejette dans l'atmosphère 7 tonnes de gaz carbonique par an. Nous ne sommes pas les pires. Un Américain en rejette 21 tonnes. Au total, chaque année, les hommes envoient dans l'atmosphère 22 milliards de tonnes de gaz carbonique. Si nous continuons à ce rythme, il devrait y avoir dans 40 ans seulement 2 fois plus de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et la température de la planète augmentera de 2 à 4 degrés. Mais ce n'est pas fini. Le gaz carbonique ne contribue que pour moitié au réchauffement du climat. Ce n'est pas le seul fautif. Il a des complices d'autres gaz à effet de serre. Son bras droit, c'est le méthane. Le taux de méthane dans l'air augmente à toute vitesse. Il a plus que doublé en 150 ans. Et il faut savoir que pour retenir la chaleur, le méthane est 30 fois plus efficace que le gaz carbonique. Le méthane s'échappe de tout ce qui fermente. Les sols inondés, les corps en décomposition, les rizières et surtout l'intestin des ruminants. La croissance des élevages et l'augmentation des rendements ont démultiplié la capacité de production de ces usines à gaz vivantes. Et oui, les vaches pètent, et pètent du méthane. Vous pouvez sourire, mais les vaches dégagent ainsi 80 millions de tonnes de méthane par an, le quart du méthane que les activités d'origine humaine envoient dans l'atmosphère. Le reste provient surtout de la fermentation des eaux stagnantes des rizières et des décharges. La contribution du méthane au réchauffement du climat est estimée à 15%. Enfin, le troisième de la bande est aussi le plus dangereux. Ce sont les tristement célèbres CFC ou chlorofluorocarbone. Les CFC, ce sont les gaz réfrigérants des systèmes de climatisation et des réfrigérateurs. On les trouvait également dans les bombes aérosols avant que la loi ne l'interdise. Bien que leur invention ne date que de 1930, on estime qu'un peu plus de 16 millions de tonnes de CFC sont déjà montées dans l'atmosphère. Et n'allez pas croire que ces CFC restent au-dessus de nos têtes. Comme le gaz carbonique, comme le méthane, ils circulent dans toute l'atmosphère. Regardez où vont des molécules de CFC libérées d'une bombe aérosol au Japon. Au bout d'un mois, ils sont dispersés sur toute la moitié nord. Deux semaines plus tard, certaines molécules franchissent l'équateur.
Enfin, après 2 mois et demi, on en trouve même au-dessus du pôle Sud. Une seule molécule de CFC absorbe le rayonnement terrestre autant que 17 000 molécules de gaz carbonique. Les CFC sont aujourd'hui accusés de contribuer pour un quart au renforcement de l'effet de serre. Gaz carbonique, méthane, CFC. Pas facile d'empêcher de nuire ces destructeurs du climat, ces réchauffeurs de l'atmosphère. Une fois que la machine industrielle est lancée, il est difficile de l'arrêter. Les premiers responsables, ce sont les pays industrialisés, qui ont multiplié par 60 leur consommation d'énergie entre 1860 et 1980. Et si encore il n'y avait qu'eux? Aujourd'hui, les pays du tiers-monde participent aussi au renforcement de l'effet de serre. Dans ces pays, les habitants n'ont pas toujours accès au charbon et au pétrole. Alors, ils utilisent le bois de leur forêt comme combustible. Ou alors, ils le coupent, le brûlent sur pied pour laisser place à l'agriculture. Conséquence, de l'Afrique au Népal, les forêts tropicales disparaissent au rythme de 157 000 km² par an, 5 fois la surface de la Belgique. Or, le bois d'une forêt, c'est un réservoir de carbone. Et quand ce bois brûle, il se retrouve dans l'atmosphère sous forme de gaz carbonique. Avec sa démographie galopante et ses industries polluantes, la contribution du tiers-monde au réchauffement ne peut que s'accroître. Pour tous ces pays, limiter leur consommation d'énergie reviendrait à compromettre leur développement. Tout n'est pas perdu. Face à toutes ces menaces, la Terre ne reste pas les bras croisés. Elle a toujours eu des alliés fidèles pour absorber les excédents de gaz carbonique, les océans. Les océans, surtout près des pôles, sont de véritables avaleurs de gaz carbonique. Il existe dans l'Atlantique et dans le Pacifique de véritables puits océaniques où le gaz carbonique s'enfonce dans les profondeurs. Grâce à ce phénomène, le gaz carbonique n'a jamais dépassé la cote d'alerte tout au long de l'histoire de la Terre. En sera-t-il de même aujourd'hui? Ou bien les hommes ont-ils cassé le fragile équilibre de notre atmosphère?